Je me souviens de la couleur du fil. Un bleu orage, profond, presque masculin. Je l'avais choisi exprès. Ni trop tendre, ni trop triste. Un bleu qui disait « Je t'aime sans t'envahir ». Il m'avait toujours dit qu'il détestait les cadeaux achetables. Alors, cet hiver-là, j'avais décidé de lui tricoter un pull. Mes mains tremblaient un peu, mais chaque maille portait un souvenir. Marc, mon fils, 40 ans, une vie pressée, des épaules toujours tendues. Je le voyais rarement, mais quand je le voyais, je retrouvais toujours ce petit garçon qui, jadis, posait sa tête sur mes genoux. Je voulais lui rappeler cela qu'avant les portables, les voyages, les réunions, il y avait ce lien-là. Une mère et son fils, reliés par le fil du temps. J'ai mis 3 semaines à le finir. Les soirs d'hiver, seul à la maison, je tricotais dans le silence. Le bruit des aiguilles était mon seul dialogue. Chaque maille était une prière, chaque rang une caresse qu'il ne demanderait plus jamais. J'ai emballé le pull dans un papier craft, attaché avec un fil de jute, et j'ai ajouté une petite étiquette. Pour que tu n'aies pas froid. Je l'ai posté un lundi matin, à la première heure. Je suis rentrée du bureau de poste le cœur léger, presque heureuse. Je me suis dit, il va sourire, il va m'appeler. 3 jours plus tard, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Virement reçu 150 €. L'expéditeur, Marc Lemoine. Rien d'autre. Pas un mot, pas un message, pas un merci. Je suis restée figée un long moment, le portable dans la main, comme une gifle glacée. Je me suis dit que c'était une erreur, qu'il allait écrire dans la minute. Mais non, le silence, seul le virement. C'est étrange. La violence des gestes polis. Un transfert bancaire peut être plus cruel qu'un cri. Il y avait dans ce virement tout ce que je refusais d'admettre. Qu'à ses yeux, mon amour avait un prix et qu'il venait de le solder. Je me suis assise à la table, le téléphone toujours posé devant moi. Je relisais la ligne du relevé comme on relit une phrase qu'on ne comprend pas. Virement 150 € Marc Lemoine. Je me suis surprise à chuchoter. Il m'a payé. Pendant des heures, j'ai tourné dans la maison. Le pull avait dû arriver le matin même. Je l'imaginais ouvrir le colis, déplier doucement le papier, toucher la laine, et puis, froncer les sourcils, gêné. L'argent comme une distance, une barrière, un moyen de dire « ne recommence pas ». J'ai regardé mes mains, les doigts marqués, les ongles cassés par la laine trop sèche. Ces mains qu'il avait nourries, lavées, consolées. Elles venaient de recevoir un virement, comme un artisan payé à la tâche. Le pire, ce n'était pas l'argent, c'était l'absence de mots. Aucun message, aucune phrase, même froide, même maladroite, rien, juste une somme, comme un sceau numérique sur une tendresse éteinte. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir où je garde les lettres de Paul, mon mari défunt. J'en ai sorti une, au hasard. C'était une vieille carte postale de 1989, jaunie sur les bords. « Jeanne, je rentre samedi. Garde le feu allumé, je rapporterai le pain et le vin. » J'ai senti les larmes monter. Paul aurait su. Lui. Il aurait compris le geste, il aurait dit « Tu as tricoté l'amour, pas un pull. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. » Chaque tic-tac de l'horloge me ramenait à ce virement, à son silence. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. J'ai pris un carnet, celui à la couverture verte, et j'ai écrit « Je lui ai tricoté un pull. » Il m'a renvoyé un virement, sans un mot. Être qu'il faut apprendre à compter autrement. Pas en euros, mais en absence. J'ai refermé le carnet, et j'ai compris que quelque chose venait de se casser. Pas un fil, une trame entière. La trame d'une vie donnée sans contrat, sans facture, sans garantie de retour. Le lendemain, Marc a fini par m'envoyer un message. Une phrase, sèche, administrative. Reçu le pull. Merci. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Ces 3 mots ont résonné dans ma tête toute la journée. Je les ai lus, relus, décomposés. Il ne fallait pas. Ne pas aimer. Ne pas donner. Ne pas croire qu'il avait encore besoin de moi. Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que répondre serait encore mendier une émotion. Et je n'avais plus envie de mendier. Le soir,
J'ai pris une décision. J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai transféré les 150 € à une association locale qui tricotait pour les sans-abri. J'ai ajouté en commentaire « Pour ceux qui ont encore froid ». Puis, j'ai soufflé la bougie, me suis assise dans l'obscurité et j'ai murmuré à voix basse « Ce n'est pas l'argent qui blesse, c'est le silence qui l'accompagne ». Ce fut le début d'un long hiver. Un hiver intérieur, sans neige, sans lumière. Mais aussi, je le sais aujourd'hui, le premier pas vers ma lucidité. Car dans ce virement froid, j'ai entrevu la vérité. Le moment exact où l'amour se transforme en transaction, où la tendresse devient suspecte, où les mers cessent d'être des cœurs pour devenir des contes. Et quand j'ai compris cela, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Avant ce silence, avant le virement, il y avait eu une vie pleine de sons simples. Les rires, les pas d'enfants, la radio dans la cuisine, le vent dans le linge. Je n'ai pas toujours vécu dans le calme blessant d'aujourd'hui. Il fut un temps où ma maison respirait à travers ceux que j'aimais. Je suis née dans une petite ville de Normandie, entre la mer et les champs. J'ai appris très tôt à réparer les choses, les vêtements, les assiettes, les gens, c'est peu. Être pour cela que j'ai toujours tricoté pour recoudre ce que la vie effilochait. Mon premier pull, je l'avais fait à 10 à 7 ans. Pour Paul. Il faisait son service militaire à Cherbourg, et je voulais qu'il ait un peu de moi dans le froid du Nord. Je me souviens de son regard quand il l'a mis. Il m'avait dit en riant « Tu m'as tricoté un abri ». C'est cette phrase que j'ai gardée toute ma vie. Paul n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait cette chaleur tranquille des hommes qui n'ont pas besoin de parler fort pour exister. Nous avons tout construit ensemble, à la main. Une maison, un jardin, un enfant. Marc est né un soir d'orage, au milieu d'une coupure d'électricité. Paul tenait une lampe à pétrole pendant que la sage-femme s'affairait. Quand j'ai entendu son premier cri, j'ai su que plus rien d'autre ne compterait. Je lui ai tricoté sa première couverture dès la semaine suivante, une laine blanche et douce, avec une bordure bleu pâle. Il y dormait comme un chaton. Paul disait toujours « Ce gamin, il a de la chance. Il est né dans la laine et dans l'amour. » Les années ont filé comme des rangs réguliers sur une aiguille. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de la maison, du jardin, de Marc. Paul partait souvent sur les routes, il réparait les lignes électriques dans tout le département. Je restais seule des semaines, mais je ne me plaignais pas. Chaque retour de Paul était une fête. On dînait tard, on parlait à voix basse pour ne pas réveiller Marc, et il me racontait les couchers de soleil qu'il avait vus d'en haut des pylônes. Il sentait le vent, le métal et la pluie. Moi, je sentais le pain chaud et la laine. On formait un monde entier. Marc a grandi dans cette maison, entre deux parents simples mais heureux. Je lui ai appris à boutonner une chemise, à dire merci, à regarder le ciel. Et lui, il m'apprenait à rire. C'était un enfant tendre, curieux, qui venait toujours poser sa tête sur mes genoux pendant que je tricotais. Il me demandait « Tu fais quoi, maman ?»« Je fais du temps. » Il riait sans comprendre, mais je le pensais vraiment. Tricoter, c'était fabriquer du temps pour ceux qu'on aime. Puis la vie a changé de couleur. Paul est tombé malade. Un cancer, diagnostiqué trop tard. Pendant des mois, j'ai tricoté à son chevet. Pas par habitude, mais pour ne pas sombrer. Un soir, alors qu'il dormait, il a ouvert les yeux et m'a murmuré « Continue, ça m'aide à respirer ». Ce fut la dernière chose qu'il m'ait dite. Après son départ, la maison a semblé plus grande, trop grande. Marc avait 20 ans. Il venait d'obtenir une bourse pour Paris. Il m'a dit « Le jour de son départ, je reviendrai souvent, maman. Promis. » Je lui ai tricoté une écharpe grise. Il l'a mise, m'a embrassée sur le front, et je l'ai regardé s'éloigner dans la lumière du train. Je ne savais pas alors que, dans ce geste-là, commençait déjà la distance. Les années parisiennes ont avalé mon fils. D'abord, les appels étaient réguliers, chaque dimanche soir, puis une semaine sans, 2, 3. Il travaillait, il courait, il n'avait pas le temps. Mais je continuais à tricoter. Pour lui, toujours. Des pulls, des chaussettes, des couvertures. Chaque colis envoyé était une façon de dire « Je suis encore là ». Il répondait parfois par un message « Merci maman, super chaud ».
Ces petits mots suffisaient. Quand il s'est marié avec Claire, j'étais heureuse. Elle semblait douce, élégante, pleine de bonne volonté, mais elle avait cette politesse qui glace. Elle m'appelait Jeanne, jamais maman. Et très vite, les pulls sont devenus gênants. Un jour, elle m'a dit en souriant « C'est gentil, mais Marc a tout ce qu'il faut maintenant. » J'ai compris, mais j'ai continué. Parce que tricoter, c'était ma manière d'aimer. Quand ils ont eu leur premier enfant, j'ai voulu reprendre la tradition. J'ai tricoté une couverture blanche, comme celle de Marc. Je l'ai envoyée, accompagnée d'une lettre. Aucune réponse. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo sur les réseaux. Le bébé, emmitouflé dans une couverture achetée chez Jacadi. La mienne n'apparaissait pas. J'ai refermé l'ordinateur sans un mot. C'est à ce moment-là, je crois, que j'ai commencé à comprendre. Pas tout de suite. Non, on met du temps à accepter qu'un amour puisse se démoder. Mais le fil se rompait, doucement. Et quand, cet hiver, j'ai tricoté ce pull bleu orage pour Marc, c'était plus qu'un vêtement. C'était un dernier pont jeté au-dessus du vide. Je n'ai pas su alors qu'il allait me renvoyer un virement. Mais être que, quelque part, je le pressentais. Car chaque maille de ce pull avait un goût d'adieu. Comme si mes mains savaient déjà que c'était la dernière fois qu'elles feraient quelque chose pour lui, sans contrepartie, sans méfiance, sans peur d'être méprisée. Je ne voulais pas d'argent. Je voulais un regard, un mot, un signe que tout n'était pas perdu. Mais à l'âge où les mains tremblent et où la laine réchauffe plus le cœur que le corps, j'allais découvrir une autre forme de froid, celui qui ne vient pas du vent, mais du sang. Les premiers signes ne se remarquent jamais tout de suite. Ils s'installent lentement, sous des phrases anodines, des gestes polis. C'est plus tard, quand on relit tout, qu'on comprend qu'ils étaient là, dès le début. Après le mariage de Marc et de Claire, j'ai senti le ton changer. Rien d'ouvertement blessant, non juste un léger déplacement dans les phrases, un froid discret. Avant, mon fils disait « On se voit dimanche, maman ?» Puis ce fut « On te tient au courant. » Et bientôt, on verra selon le planning. Je me souviens d'un dîner particulièrement révélateur. J'avais préparé un gratin dauphinois, celui que Marc adorait enfant. Je m'étais mise sur mon 31, comme si j'allais à une cérémonie. La table était dressée, les bougies allumées. À 10 à 9 heures, un message. On a un contretemps, on ne viendra pas finalement. On te rappellera demain. Bisous. Demain n'est jamais venu. Je suis restée là, seule, à regarder les bougies se consumer lentement jusqu'à ce qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes. Le silence de la maison était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai rangé le gratin, froid, dans le frigo. Puis j'ai écrit dans mon carnet. Ce soir, j'ai compris que le temps ne s'annule pas. Il s'efface. Et moi, je disparais avec lui. Les excuses se sont multipliées. Toujours élégantes, toujours rationnelles. Marc est débordé. Claire a une réunion. Les enfants sont fatigués. Je ne pouvais rien dire sans paraître exigeante. Et moi qui avais passé ma vie à ne pas déranger, je me surprenais à m'excuser d'exister. Quand j'appelais, on me répondait distraitement. « Oui, maman, on t'écoute. » Mais j'entendais les claviers en fond, les soupirs, les voix d'ailleurs. Parfois même, je parlais dans le vide, ils avaient déjà raccroché. La première fois que Claire m'a dit « Tu dramatises tout, Jeanne », j'ai senti un frisson courir le long de ma nuque. Elle avait dit cela d'un ton léger, comme une plaisanterie. Mais sous les mots, il y avait cette condescendance glacée des gens qui pensent avoir grandi au-dessus de vous. Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de sourire, comme on le fait pour éviter le conflit. Mais au fond de moi, quelque chose s'était déplacé. L'hiver suivant, ils m'ont invité pour Noël. J'y ai cru. J'ai même préparé des sablés, comme autrefois. Quand je suis arrivée, j'ai compris que je n'étais plus vraiment attendue. La table était déjà dressée, sans place à mon nom. Claire a improvisé un couvert, un peu agacée. « Oh, je croyais que Marc t'avait dit qu'on faisait quelque chose de plus simple cette année. » Marc, lui, a embrassé sa mère rapidement, les yeux déjà ailleurs. Pendant le repas, ils ont parlé de voyages, de projets, d'affaires. Moi, je restais là, à hocher la tête, invisible au milieu des conversations. Quand j'ai voulu raconter une anecdote sur Paul, mon mari, Claire m'a coupé. « Oui, on sait.
Tu l'as déjà raconté. Le ton n'était pas cruel, juste tranchant. Mais dans ce ton, j'ai entendu toute la fatigue qu'ils avaient de moi. De ma mémoire, de mes lenteurs, de ma tendresse qui embarrassait. En rentrant ce soir-là, j'ai marché lentement dans le froid. Chaque pas résonnait comme un souvenir qu'on me retirait. J'ai noté dans mon carnet. On ne m'écoute plus. Pas parce que je parle trop, mais parce qu'ils n'entendent plus d'où je parle. Le rejet, je l'ai découvert comme on découvre une maladie. D'abord par des symptômes flous, des silences plus longs, des sourires forcés, des invitations espacées. Puis le diagnostic s'impose, ils ne veulent plus de moi dans leur vie quotidienne. Mais ils n'ont pas le courage de le dire franchement. Un jour, j'ai reçu un message. « Maman, on va partir quelques semaines à l'étranger. On a besoin de souffler un peu. » Ce « on » me glaçait. Il ne disait plus « on » comme toi et moi, mais comme eux deux contre le reste du monde. Je leur ai répondu « Reposez-vous bien. C'est tout. » J'avais déjà compris que chaque mot de trop pouvait être une faute. Le plus douloureux, ce n'était pas leur absence. C'était leur gêne, quand ils étaient là. Chaque visite devenait une épreuve, un protocole. Marc regardait sa montre, Claire vérifiait son téléphone. Et quand il partait, je respirais à nouveau honteuse de ce soulagement. Je n'étais plus une mère, mais une visite à cocher dans l'agenda, un souvenir à entretenir, pas une personne à aimer. Un dimanche, j'ai essayé de leur parler. Je leur ai dit calmement. Je me sens un peu mise de côté, vous savez. Marc a soupiré. Maman, tu t'imagines des choses. On t'aime, mais on a nos vies. Tu devrais te faire des amis, faire des activités. T'occuper, quoi. T'occuper. Ce mot m'a frappé comme une gifle, comme si j'étais un vieux meuble qu'on range pour ne plus qu'il encombre. Claire a ajouté, faussement douce. Tu prends tout trop à cœur. Tu dramatises. Vraiment. Et Marc a acquiescé. Je me suis tue. J'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour moi dans leur récit. Les jours suivants, je n'ai plus appelé. Je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer mon silence. 2 semaines. Puis, un message. Tout va bien? Pas de nouvelles. On s'inquiétait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que, pour la première fois, je voulais qu'ils goûtent au vide qu'ils m'avaient laissé. C'est à cette période que j'ai recommencé à tricoter. Non plus pour eux, mais pour moi. Des pelotes grises, simples. Je me disais, au moins, la laine, elle, ne ment pas. Elle se tord, se défait, mais elle reste fidèle. Chaque soir, je posais sur mes genoux un ouvrage sans but, un fil que je tricotais pour ne pas me délier complètement du monde. C'est là, entre 2 rangs de silence, que j'ai compris. Ce qu'ils appellent indépendance, moi je l'appelle effacement. Et ce qu'ils appellent amour moderne, moi je l'appelle absence polie. Ce fut un jeudi après-midi de février, gris et sans relief. J'étais dans la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, quand j'ai entendu le bruit familier de la boîte aux lettres. Une enveloppe épaisse, blanche, avec un logo notarial en haut à gauche. Je n'ai d'abord rien ressenti. J'ai cru à un courrier administratif, une formalité quelconque. J'ai ouvert machinalement. À l'intérieur, une lettre de maître Delhomme, le notaire de famille depuis des années. Une phrase, sèche, m'a glacé. Madame Lemoine, conformément à la demande de votre fils, veuillez trouver ci-joint le projet de donation-partage concernant la maison de Saint-Aubin. Votre signature est requise pour officialiser le transfert de propriété au profit de monsieur et madame Marc Lemoine, tout en conservant votre droit d'usage et d'habitation. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur les mots « transfert de propriété ». Je les ai relus 3 fois. Je croyais mal comprendre. Mon fils avait demandé ça? Je me suis assise, le cœur battant dans les tempes. La feuille tremblait entre mes doigts. Le notaire avait joint une copie du projet. Sur la première ligne, noir sur blanc. Donatrice, Jeanne Lemoine. Bénéficiaire, Marc et Claire Lemoine. Je me suis sentie comme déplacée, effacée de ma propre maison, celle que Paul et moi avions bâtie pierre après pierre, où chaque mur portait la trace de nos rires, de nos colères, de nos repas partagés. Et voilà que, dans le langage froid du droit, elle devenait un bien transmissible. Une formalité, une simplification. J'ai relu la lettre encore, lentement,
Votre signature est requise. Ce mot, requise, m'a traversé comme une lame. On ne me proposait pas, on me réclamait. Mon consentement n'était plus une parole, mais une case à cocher. Je me suis levée brusquement. J'ai cherché mon téléphone. J'ai composé le numéro de Marc. Il a répondu, essoufflé, comme s'il me faisait une faveur. « Maman, j'ai reçu une lettre du notaire. Tu peux m'expliquer ?» Un silence, puis un soupir. « Ah, oui, on voulait t'en parler. C'est juste pour simplifier, tu sais. » Simplifier quoi? Ben, la succession, les papiers. Comme ça, tout est clair. Tu gardes l'usage de la maison, évidemment. C'est juste une question de paperasse. Une question de paperasse. J'ai senti ma gorge se nouer. Et tu as fait la démarche sans m'en parler? On voulait éviter le stress. C'est Claire qui a pris les devants, elle s'y connaît. Tu sais, elle veut juste t'aider. Elle veut t'aider. Cette phrase, je l'avais déjà entendue trop souvent. Je n'ai rien répondu. Il a continué, d'une voix douce et faussement rassurante. « Il faut que tu signes, maman. Le notaire attend. Ce sera mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde. Pas pour moi, bien sûr. Pour eux. Pour leur confort administratif. Pour leur avidité enveloppée dans des mots polis. » Je n'ai pas crié. Je me suis contentée de dire « Je vais y réfléchir. Ne tarde pas trop, s'il te plaît. Maître Delhomme part en congé la semaine prochaine. » Puis il a raccroché. Je suis restée un long moment assise à la table, les papiers étalés devant moi. Le silence était si lourd que j'entendais le battement de mon propre cœur. Je revoyais Paul, ses mains calleuses, sa fierté le jour où il avait fini de monter le mur du jardin. Il avait dit alors « Cette maison, c'est notre œuvre. Elle tiendra tant qu'on s'aimera. » Et voilà qu'elle devenait une ligne dans un dossier. J'ai ouvert un tiroir, pris une vieille photo. Paul, moi et Marc, petit, sur la terrasse. J'ai murmuré « Tu aurais honte, mon amour. Tu aurais honte de ce qu'il est devenu. » Le lendemain, Claire a appelé. Sa voix, mielleuse et précise, celle qu'elle réserve aux discussions raisonnables. « Jeanne, j'espère que tu ne l'as pas mal pris. On veut juste anticiper. Tu sais, les successions, c'est toujours compliqué. Compliqué pour qui, Claire? Pour tout le monde. Et puis, c'est plus sûr. Comme ça, la maison ne risque rien. Et toi, tu restes tranquille ici, sans te soucier du reste. » Je me suis tue un instant. Je ne me suis jamais soucié du reste, Claire. Seulement de ceux que j'aime. Un léger rire nerveux a traversé le combiné. Toujours si émotive, Jeanne. Il faut vivre avec son temps. Oui. Mais le temps n'efface pas la décence. Elle a soupiré, agacée. Tu dramatises tout. Cette phrase. Encore. Toujours, elle. Comme une sentence pour me réduire au silence. J'ai raccroché sans un mot. Et j'ai compris que c'était fini. Pas seulement la confiance, mais quelque chose de plus profond. Le lien sacré entre la mère et le fils, rompu net par un acte notarié. Le soir même, j'ai allumé une bougie sur la table, j'ai pris mon carnet vert et j'ai écrit. Aujourd'hui, ils m'ont demandé de signer ma disparition. Je ne signerai pas. Je ne donnerai pas à ceux qui ne savent plus recevoir. Puis, j'ai pris l'enveloppe. Je l'ai glissée dans un dossier gris, à part, sous une feuille blanche sur laquelle j'ai écrit en capitale. À ne pas signer. Je l'ai rangée dans le tiroir du buffet, celui où Paul gardait jadis ses outils. Et j'ai compris, en refermant le tiroir, que quelque chose venait de basculer. Je n'étais plus une mère qui espérait. J'étais une femme qui savait. Et quand une femme sait, le silence devient son arme la plus redoutable. Les jours suivants, j'ai reçu 2 autres messages de Marc. Des relances déguisées en attention. « Tu as réfléchi, maman. C'est important pour nous, tu sais. » Je ne répondais plus. Je tricotais. Un pull, encore, mais cette fois pour moi. Couleur charbon. Pas pour me protéger du froid, pour marquer la fin. Chaque maille était une pensée claire. Je ne signerai pas. Je ne me tairai plus. Je reprendrai ma maison, ma voix, ma mémoire. Et sous le cliquetis régulier des aiguilles, j'ai senti naître une certitude nouvelle. Je n'avais plus besoin de leur amour. J'avais besoin de justice. Les nuits qui ont suivi la lettre du notaire n'avaient plus d'heure. Je m'endormais tard, me réveillais tôt, et, entre les deux, je dérivais dans un gris où les pensées tournaient comme des mouettes dans le vent. Au début,
Je voulais croire à un malentendu. Puis, peu à peu, une clarté froide s'est mise à luire, comme une veilleuse au fond d'un couloir. On avait tenté de me déplacer avec douceur, avec des mots propres, mais me déplacer tout de même, hors de ma maison et de moi-même. Je me levais, traversais la cuisine sans allumer la lumière, posais la bouilloire sur le feu et j'ouvrais le carnet vert. Je relisais mes notes des mois précédents, les dîners annulés, les phrases pour simplifier, les sourires qui fermaient au lieu d'ouvrir, le virement pour le pull. Chaque ligne maintenant s'alignait. Les signes faisaient système. Un soir, j'ai sorti du buffet la vieille boîte en fer de Paul, celle où il rangeait ses papiers importants. La serrure a résisté, puis a cédé. À l'intérieur, des photos, des bulletins de salaire, une facture d'ardoise pour la toiture et, au fond, une enveloppe crème sur laquelle il avait écrit de son écriture serrée. Pour Jeanne, si jamais on l'a fait douter de sa force. J'ai soufflé. J'ai lu. Jeanne, s'il te parle comme à une enfant, réponds comme une femme, par les actes. Écrit, date, classe. La vérité aime les tiroirs bien rangés. Et rappelle-toi, tenir, ce n'est pas se raidir, c'est rester droite au milieu du pli. La lettre tremblait dans ma main. Je me suis surprise à murmurer. « D'accord, Paul, on va classer. » Le lendemain, j'ai vidé la table du salon. J'ai tiré 3 piles nettes. Banque relevée, procuration, ce courrier obscur où l'on me remerciait d'avoir choisi un service que je n'avais jamais demandé. Maison titre, diagnostic, taxes, facture, personnel testament ancien, assurance vie, carnet d'adresse. J'ai ajouté une 4e chemise, cartonnée, grise. Tentative. J'y ai glissé la donation partage proposée, le SMS pressant de Marc, les mails polis de Claire. Et j'ai écrit au feutre, au-dessus, ce que l'on veut me faire signer. Je passais des heures à relire, à souligner, à recouper. Je notais les dates à la marge, j'encerclais les adverbes suspects rapidement, simplement, urgemment. Je collais des onglets de couleur. Je n'étais plus la mère qu'on calme. J'étais la greffière de ma propre existence. La fatigue frappait parfois, brutale, lourde. Alors je buvais un verre d'eau, je caressais du doigt la couture du carnet, et je reprenais. Dans ce geste répétitif, presque liturgique, je sentais la peur quitter mon corps comme une vapeur froide. Le papier me rendait mon souffle. Une nuit plus courte que les autres, le déclic a eu lieu. En relisant la proposition de donation, une phrase m'a bondi au visage. La donatrice conserve un droit d'usage et d'habitation viagée. Droit d'usage dans ma propre maison. J'ai éclaté d'un rire bref, sans joie. Puis j'ai écrit, très grand, sur la page suivante du carnet. On ne négocie pas sa place dans sa propre vie. Le matin, j'ai appelé le cabinet de maître Delaunay, un avocat conseillé autrefois par une voisine pour une histoire de bail. La secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le surlendemain. Je n'ai rien dit à Marc. J'ai gardé ma voix dans ma poche, avec mes documents. En attendant, j'ai pris un autre rendez-vous, un notaire qui ne s'appelait pas Delhomme. Je ne voulais plus de celui qui envoyait des projets sans me voir. J'ai choisi Maître Pereiro, la plaque sur sa porte disait « Patrimoine, famille, écoute et clarté ». J'ai aimé ce mot. Écoute. Il m'a reçu le jeudi, à 10h. Je vous écoute, Madame Lemoine. Hâté, il dit, en posant son stylo. Je lui ai parlé une demi-heure sans m'arrêter. J'ai raconté le pull, le virement, les dîners décommandés, la donation, les pour simplifier, la phrase « Tu dramatises tout ». Je n'ai pas pleuré. Quand j'ai fini, il a hoché la tête, lentement. On tente souvent de pré-organiser la vieillesse des femmes. Sous couvert de les aider, on aménage leur retrait. Juridiquement, voici ce que nous allons faire. Il a aligné des points, clairs comme des marches. Déclaration écrite de mon refus de toute donation-partage, envoyée en recommandé au notaire Delhomme avec copie à Marc et Claire. Vérification de toute procuration bancaire et révocation de celle qui n'aurait pas été signée par moi. Mise à jour de mon testament avec clause de protection de mon autonomie et mandat de protection future désignant un professionnel, pas un membre de la famille. Consignation de mes souhaits d'habitation, la maison ne bouge pas sans ma signature personnelle, devant témoin. Et surtout, hâté il ajoutait, ne discutez plus par message.
Désormais, tout par écrit, daté, recommandé. La clarté protège. J'ai soufflé, presque légère. Et si on me dit encore que je dramatise? Répondez, je date. Il a souri. Je suis sorti avec une liste d'actions et un rendez-vous la semaine suivante pour signer les premiers actes. Le lendemain, chez Maître Delaunay, l'avocat, la scène fut plus brève, plus sèche. Il a lu, a pris des notes et m'a dit « Vous avez déjà fait l'essentiel, madame. Vous avez écrit. Nous allons joindre vos extraits de carnet à un dossier chronologique. Si la pression continue, nous déposerons une main courante. Cela calme les ardeurs. Je ne veux pas les détruire, ai-je murmuré. La loi n'a pas vocation à détruire. Elle remet à leur place ceux qui l'oublient. Je suis rentré à pied, par le bord de la rivière. L'air piquait les joues, mais je marchais droit. Je me répétais à mi-voix. Je date, je classe, je signe. C'était ma prière nouvelle. Chez moi, j'ai continué la mise en ordre. J'ai ouvert un compte personnel de gestion autonome à la banque. La conseillère m'a regardé comme on salue une décision juste. J'ai changé les mots de passe, demandé l'arrêt de tout prélèvement que je n'aurais pas explicitement validé. J'ai fait transférer mon courrier vers une boîte postale, loin de toute main indiscrète. J'ai aussi appelé mon médecin traitant, non pas pour me plaindre, mais pour demander un certificat simple d'autonomie et de lucidité. « Je vous le ferai volontiers, Jeanne », a-t-elle dit. « Vous êtes la patiente la plus carrée que j'ai. » J'ai ri. Ce papier, je l'ai rangé dans la chemise. Lucidité, nouvel onglet. Le soir, j'ai repris les aiguilles. Pas pour Marc. Pour moi, un col roulé couleur lin, maille serrée. À chaque rang, je me redisais. Ce que tu fabriques maintenant, c'est ta place. Marc a appelé 2 fois sans laisser de message. Claire a envoyé un « Tu vas bien ?» sans point d'interrogation, façon contrôle de frontière. Je n'ai pas répondu. J'apprenais la grammaire du silence utile. Là où un mot te condamne, une absence te protège. Un dimanche, j'ai invité Lise, ma petite fille, à goûter. Je ne lui ai pas parlé des papiers. Nous avons fait un gâteau au yaourt. Elle a regardé les piles sur la table. « Tu fais du tri, mamie ? » « Je fais de la place. »« Pourquoi ?»« Pour moi ?» Elle a hoché la tête, comme si cela avait toujours été évident. La nuit suivante, je me suis réveillée sans cette vieille boule dans la gorge. Je suis descendue. J'ai ouvert le carnet vert et j'ai écrit, lentement, comme on grave. Je ne suis plus la mère sommée d'obéir pour simplifier. Je suis la femme qui date, signe et refuse. J'ai cessé de quémander l'amour. J'exige désormais la clarté. J'ai ajouté, en bas de la page, un trait net, une sorte de frontière. De l'autre côté, j'ai noté la liste du lendemain. Recommandé à Maître Delhomme, refus de donation. Rendez-vous banque, révocation procuration. Préparation mandat de protection future avec Maître Pereiro. Dossier tentative, mis à jour copie certifiée. Puis j'ai soufflé la bougie. Dans le noir doux, je me suis dit que la peur avait changé de camp. Pas parce qu'ils allaient trembler, mais parce que je ne tremblais plus. Au matin, la maison m'a semblé plus petite, ou bien étais-je devenue plus grande? J'ai refermé la boîte de Paul, rangé la lettre au-dessus de tous les autres papiers, comme un fanion qui ne se baisse pas. Je suis sortie, j'ai senti l'air vif, et j'ai pensé. La suite ne fera pas de bruit, elle fera date. Je n'étais plus la tricoteuse de pulls qu'on rembourse. J'étais redevenue la tricoteuse de mon propre destin maille à maille, acte par acte, signature après signature. On ne reconstruit pas sa dignité d'un seul geste. C'est un travail d'aiguille, patient et exact, comme le tricot. Jeanne l'avait compris. Depuis sa décision de dater, signer et refuser, elle vivait désormais selon un protocole aussi précis qu'un rituel. Chaque matin, à 8 heures, elle s'asseyait à la table du salon, ouvrait le carnet vert, relisait la liste des démarches. Puis elle cochait ce qui était fait, ajoutait ce qui restait. Son écriture s'était raffermie, droite, presque administrative. Sur la nappe s'empilaient les dossiers. Banque, maison, justice, tentatives. À côté, une tasse de café noir, symbole d'une vigilance qu'elle ne délèguerait plus jamais. Le premier chantier fut celui des banques. Elle entra à la succursale du centre-ville, enveloppée dans son manteau bleu nuit.
La conseillère, une jeune femme prénommée Nadia, lui adressa un sourire prudent. « Je me souviens de vous, Madame le moine. Vous voulez modifier vos procurations, n'est-ce pas ?»« Modifier ? Non, les supprimer, » répondit Jeanne. « Je souhaite redevenir la seule signature valide sur tous mes comptes. » Nadia prit un ton plus professionnel. « Bien sûr, c'est votre droit. Nous ferons le nécessaire aujourd'hui même. » Jeanne la regarda entrer des codes sur l'écran, imprimer des documents. Chaque clic résonnait comme une délivrance. Quand la conseillère lui tendit les feuilles à signer, elle sortit son stylo-plume, celui de Paul, en argent. La jeune femme observa le geste, respectueuse. C'est rare de voir des signatures aussi assurées. C'est qu'elles viennent de loin, dit Jeanne calmement. Avant de partir, Nadia lui glissa discrètement. Beaucoup de femmes de votre âge se font piéger par ces simplifications familiales. Vous avez eu raison de réagir vite. Jeanne hocha la tête. Il ne faut jamais laisser les autres faire l'ordre à notre place. Ensuite, elle se rendit chez Maître Pereiro. L'homme, méthodique, avait préparé les actes promis. Le mandat de protection future, la révocation de procuration et la mise à jour du testament. Tout était clair, numéroté, daté. Je vous ai rédigé 3 exemplaires, Jeanne. L'un pour moi, l'un pour votre avocat, l'un pour vous. Et pour eux ? Demanda-t-elle. Rien. Vous ne leur devez plus d'explication. La loi parle à votre place. Elle lut attentivement chaque clause. La lenteur de sa lecture forçait le respect. Quand elle signa, la plume gratta doucement le papier. Ce bruit discret avait plus de poids que n'importe quel discours. Vous venez d'assurer votre tranquillité juridique pour les 20 prochaines années, conclut le notaire. Et ma paix intérieure peut être aussi. Il sourit. Souvent, les deux vont ensemble. À la sortie, le vent soufflait fort. Jeanne s'arrêta devant la vitrine d'une boutique de laine. Elle entra presque machinalement. L'odeur du coton, des pelotes neuves, lui donna la sensation d'un retour à soi. Elle choisit une laine couleur sable, douce mais ferme, et dit à la vendeuse « Celle-ci ne sera pas pour offrir. Ce sera mon pull de liberté. » La vendeuse, une jeune femme au regard clair, lui répondit « Alors, tricotez-le à votre rythme. On tricote différemment quand c'est pour soi. » Jeanne rentra chez elle avec le sac de laine sous le bras, le cœur étrangement léger. Les jours suivants, elle mit en œuvre tout ce qu'elle avait préparé. Elle contacta la poste pour transférer son courrier vers une boîte personnelle. Elle fit scanner et archiver les documents les plus importants. Elle colla sur chaque enveloppe une étiquette blanche, marquée en lettres majuscules. Copie certifiée par moi-même, la date changeait, la formule restait. C'était sa manière de graver le temps dans la paperasse. Le soir, elle rangeait tout dans le grand buffet en bois, celui de sa mère. Ce meuble était devenu son coffre-fort moral. À l'intérieur, le tiroir du haut portait une étiquette simple, « Justice douce ». Marc finit par rappeler. « Maman, j'ai vu le recommandé du notaire. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?» Sa voix oscillait entre la colère et la peur. « C'est une mise au point, » répondit-elle calmement. « Mais tu rends tout compliqué. »« Non, je rends tout clair. Tu confonds les deux. Claire dit que tu es influencé par quelqu'un. Tu te laisses manipuler. » Elle sourit, invisible. « Je suis simplement réveillée. Et crois-moi, c'est beaucoup plus dangereux qu'une influence. » Il voulut insister, mais elle coupa court. « Je te souhaite une bonne journée, Marc. Je n'ai plus rien à signer, ni à expliquer. » Quand elle raccrocha, elle sentit un calme inédit descendre sur elle. Ce n'était pas de la victoire, juste une paix froide et solide, celle de ceux qui ont enfin fixé les limites. À partir de là, tout se fit dans un silence parfait. Les démarches administratives, les allers-retours entre la mairie, la banque, le cabinet d'avocats, Jeanne remplissait les formulaires sans trembler. Chaque signature ajoutait une brique à son autonomie retrouvée. Elle n'agissait pas dans la vengeance, mais dans la netteté. Ce qu'elle écrivait n'était plus dicté par la peur de perdre, mais par la volonté de se préserver. Une après-midi, Maître Pereiro l'appela pour confirmer. « Le dossier est complet, Jeanne. Vous êtes protégée sur tous les plans. Et, si jamais on tente de contester, j'ai tout pour prouver votre lucidité. Merci, maître. Vous savez, vous me rappelez ma grand-mère. Elle disait toujours « Ce n'est pas la colère qui sauve,
C'est l'ordre. Elle avait raison. Le soir même, Jeanne s'installa au salon. Sur la table, une tasse de thé, le carnet vert, la laine sable. Elle commença à monter les premières mailles. Ses doigts, d'abord hésitants, retrouvèrent vite leur rythme. Mais cette fois, chaque point avait une autre signification. Ce n'était plus un fil d'attachement, mais un fil d'émancipation. Dehors, le vent s'était calmé. Le silence de la maison n'était plus celui de la solitude, mais celui de la maîtrise. Elle nota dans son carnet, à la date du jour. « Je n'ai plus besoin qu'il m'appelle pour exister. J'ai mes preuves, ma maison, ma paix. Et ce pull que je tricote, c'est pour traverser l'hiver sans eux. » Puis elle ferma le cahier, souffla la bougie, et dit tout bas, comme une prière. « Demain, ce sera leur tour d'avoir froid. » Le piège s'est refermé sans bruit. Pas de vengeance, pas de scène. Juste le cliquetis des serrures administratives, une à une, qui se verrouillaient sous mon nom. Chaque signature avait été une maille serrée dans mon tricot de défense. Et un matin de mars, sans que je ne l'aie voulu vraiment, tout était prêt. Je ne l'ai su que lorsque le téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 5 appels manqués de Marc, 2 de Claire. Puis, un message vocal, sec, plein d'agacement mal contenu. « Maman, c'est quoi encore, cette histoire de notaire ? Maître Delhomme dit que tout a été bloqué. On ne comprend rien. Rappelle-moi, c'est urgent. » Je n'ai pas rappelé. J'ai fait couler le café, ouvert les volets, respiré l'air froid du matin. Dans la lumière pâle, la maison me semblait plus solide, comme si elle savait qu'elle venait d'être sauvée. Vers 11 heures, j'ai entendu la voiture dans l'allée, le bruit des portières, des pas précipités sur les graviers. Je n'ai pas bougé. Ils ont sonné. Longtemps. J'ai ouvert enfin, lentement. Marc, le visage fermé. Claire, crispée dans son manteau beige, l'air de celle qui vient mettre les choses au clair. « Tu veux nous expliquer, maman ?» demanda Marc sans préambule. « Expliquer quoi ? Tout ! Les comptes bloqués, la banque, les signatures annulées, la maison. Ah, dis-je simplement. Tu découvres ce que j'ai appris à lire. » Il se passa un instant où le silence pesait plus que les mots. Puis Claire prit le relais, d'une voix tranchante. « C'est absurde. Tu te laisses manipuler. Qui t'a conseillé ? Ce Pereiro ? Ce Delaunay ? Ils profitent de toi ? Tu ne vois pas ? » « Je vois très bien, » répondis-je doucement. « Et je paie leurs honoraires avec mon argent, pas le tien. » Son visage se crispa. Marc, lui, paraissait perdu. Il regardait autour de lui, comme s'il espérait que la maison elle-même lui donnerait raison. « Tu exagères, maman. On voulait juste t'aider à anticiper. » « Anticiper quoi ? Ma mort ? Mais non !» Il s'est frotté le front. « C'est de la prévention, pas de la trahison. La prévention, c'est de fermer la fenêtre avant la tempête. Pas de vendre la maison pendant que je dors. » Je n'ai pas crié. Ma voix était basse, mais ferme. Claire a compris la gravité du ton. Elle a sorti un dossier de son sac. « Voilà, regarde. On avait préparé un compromis, un projet pour rénover, faire de la maison une résidence de famille. Tout ça grâce à un crédit à notre nom. C'est pour toi, pour plus tard. » Je l'ai regardé longuement. « Un crédit sur ma maison ? Sans mon accord ? » Elle a blêmi. Marc a détourné les yeux. Je suis restée immobile un moment, puis j'ai dit « Très bien. Alors lis le mien. » Je suis allée chercher la chemise grise dans le buffet. Je l'ai posée sur la table, bien à plat, et j'ai ouvert les premiers documents. Le refus officiel de donation signé par le notaire, la révocation des procurations bancaires, la déclaration d'autonomie psychologique, la clause de protection future désignant Maître Pereiro comme mandataire exclusif. Je n'ai rien dit d'autre. Je leur ai laissé lire. Marc tournait les pages avec des gestes maladroits. Claire, elle, lisait vite, les lèvres pincées. Quand elle arriva au mandat final, elle perdit sa contenance. « Mais, c'est irrévocable ? » ?»« Oui. » Un long silence suivit. Marc releva la tête, la voix tremblante. « Tu nous crois donc capable de te voler ?» Je l'ai regardé sans colère, juste avec une infinie lucidité. « Je ne crois plus, Marc. » Je constate. Il a voulu parler, mais je lui ai coupé la parole d'un geste. La loi a tout vérifié. Les comptes,
les signatures, les courriers. Tu as agi sans m'en informer. Tu appelles ça simplifier. Moi j'appelle ça effacer. Je me suis levée. Je n'ai pas besoin que tu partes, mais je veux que tu saches une chose. J'ai repris la maison, et je la garderai tant que mes mains pourront encore tricoter. Ils sont restés un moment, figés, comme deux acteurs qu'on aurait privés de texte. Puis Claire s'est levée, glaciale. C'est pathétique. Tu préfères t'entourer d'avocats que de ta famille. Je préfère être seule que sous tutelle. Elle a serré son sac contre elle, a murmuré. Tu verras. Un jour tu regretteras. Je l'ai regardé sortir sans répondre. Marc est resté encore quelques secondes, les yeux rouges. Il a murmuré. Tu t'éloignes de nous, maman. Non, Marc. C'est vous qui avez reculé. Moi, je me suis juste tenue droite. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise. J'ai écouté le bruit du moteur qui s'éloignait. Le silence, ensuite, a été plus doux qu'une victoire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de maître Pereiro. Ils sont passés me voir, dit-il calmement. Ils voulaient contester la validité du mandat. J'ai lu devant eux votre certificat médical et vos relevés bancaires. Ils sont repartis sans commentaire. Merci, maître. Vous savez, Jeanne, vous avez accompli ce que peu de femmes de votre génération osent. Remettre de l'ordre sans hurler. Je n'ai rien répondu. Mais en raccrochant, j'ai senti un poids immense se détacher de ma poitrine. Le soir même, j'ai repris le carnet vert. Sous la date du jour, j'ai écrit « Ils ont vu que tout était bouclé. Le piège s'est refermé. Sans cri, sans drame. La loi a parlé à ma place. Et moi, je n'ai eu qu'à respirer. Je me suis préparé une tisane. J'ai allumé une bougie sur la table. Le feu de cheminée crépitait doucement. J'ai pris la laine sable, celle de mon pull de liberté, et j'ai repris mon tricot là où je l'avais laissé. Chaque maille était un battement de cœur tranquille. À la radio, une voix disait « Les températures vont encore baisser cette nuit ». Je me suis mise à sourire. Dehors peut être, l'hiver redoublait. Mais dans ma maison, enfin, il faisait chaud. Quand le calme revient après une tempête, on croit d'abord à un miracle. Mais c'est juste le silence qui s'installe, celui qui suit les mots trop forts, les gestes irréparables. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, le téléphone n'a plus sonné. Ni message, ni visite, ni carte. Seulement ce vide net, organisé, presque propre. Je n'ai pas cherché à le combler. Le vide a parfois la décence que les gens n'ont plus. Je me levais tôt, j'ouvrais les volets, je buvais mon café face au jardin et j'écoutais le vent. Il y avait, dans cette absence, une paix âpre mais vraie. Une maison qui cesse d'être traversée de voix revient à sa respiration naturelle. La nouvelle pourtant s'est vite répandue dans le village. À la boulangerie, à la pharmacie, dans les regards un peu appuyés des voisins. Vous savez, la vieille Jeanne, elle a mis son fils dehors de ses affaires. Certains m'admiraient en secret, d'autres hochaient la tête, compatissants. Mais moi, je souriais doucement, car pour la première fois depuis des années, on me parlait de moi, et non de la mère de Marc. Marc, lui, ne supporta pas longtemps le silence. Au bout de 3 semaines, il m'envoya un message hésitant. On devrait peu être reparlé calmement. Claire est très affectée. Elle dit qu'elle ne t'en veut pas, mais qu'elle est blessée. J'ai lu ces mots plusieurs fois. Elle était blessée. Elle se disait victime. Moi, j'étais absente du récit. Je n'ai pas répondu. J'ai appris par une voisine que Marc ne venait plus travailler régulièrement. On disait qu'il avait fait un burn-out, qu'il errait entre son bureau et les cafés, l'air fatigué. Un après-midi, j'ai reçu un appel de son supérieur, un homme courtois. « Madame Lemoine ? Je me permets. Votre fils ne va pas très bien. Pourriez-vous le joindre ?» Je lui ai répondu calmement. Il a choisi de ne plus m'écouter. Il doit maintenant apprendre à s'entendre lui-même. Cette phrase m'a fait mal, mais elle était juste. Claire, de son côté, lança une autre guerre, celle des apparences. Elle publia des photos sur les réseaux elle et les enfants, souriants, heureux, dans un salon immaculé. Je les regardais parfois, comme on observe une vitrine étrangère. Sous chaque image, des commentaires. Quelle belle famille. Vous rayonnez. Oui, elle rayonnait. De fierté blessée, de façade intacte.
Mais je savais. Je savais que la honte la rongeait, celle d'avoir voulu trop contrôler, trop posséder. Une amie commune, Solange, m'apprit un jour qu'elle avait fondu en larmes lors d'un dîner. Elle aurait dit « Jeanne m'a trahi. Elle a humilié Marc. » Non, pensai-je. Je n'ai humilié personne. J'ai seulement arrêté de me taire. Les semaines passèrent. Le printemps arriva, lumineux. Les lilas fleurirent dans le jardin. Je continuais à tricoter mon pull couleur sable, lentement, avec la même rigueur que pour un serment. Chaque soir, je notais dans mon carnet. Ils m'ont retiré de leur vie, mais je me suis retrouvée dans la mienne. Les papiers étaient tous classés, les comptes sécurisés, la maison en ordre. Il n'y avait plus rien à défendre, seulement à vivre. Je commençais à revoir des gens. La boulangère m'invita à prendre un café après la fermeture. Madame Lefebvre, la directrice de la banque, m'apporta un bouquet de pivoine. « Pour la femme la plus lucide que je connaisse », dit-elle en souriant. Ces petites attentions étaient comme des pansements invisibles sur les plaies du cœur. Un soir de mai, alors que je dînais seule, le téléphone sonna. Je reconnus la voix de Lise, ma petite fille. « Mamie, papa est bizarre. Il parle peu. Il dit que tu ne veux plus de nous. Ce n'est pas vrai, ma chérie. J'ai seulement voulu qu'on me respecte. Mais tu lui manques. Il m'a demandé de t'appeler. » Je suis restée silencieuse un moment. Puis, j'ai dit, « Alors dis-lui que je tricote encore. Et qu'il reste de la laine, s'il veut un jour apprendre à réparer. » Elle a ri. Un rire clair, enfantin, qui m'a réchauffé le cœur. Avant de raccrocher, elle a ajouté, « Moi, je t'aime, mamie. Même si tu ne simplifies pas les choses. C'est bien, ma Lise. Les choses simples sont souvent les plus injustes. » Les mois suivants, Marc ne donna plus de nouvelles. Mais je sentais qu'il veillait de loin. Des virements disparaissaient. Il n'osait plus m'envoyer d'argent. Une gêne nouvelle l'habitait, celle qu'éprouvent les enfants quand ils découvrent que leurs parents savent encore se défendre. Je n'ai jamais cherché à le punir. Je savais qu'il vivait sa propre punition, celle de devoir se regarder en face. Un soir, en relisant mes carnets, je tombais sur une phrase écrite autrefois. « Les enfants nous apprennent à aimer, puis ils nous apprennent à renoncer. » J'ai ajouté, en marge, « Et parfois, ils nous apprennent aussi à nous aimer enfin nous-mêmes. » Un dimanche de juin, je suis allée à la messe du village. Non par foi, mais par besoin de communauté. À la sortie, plusieurs femmes âgées m'ont entourée. Elles parlaient bas, presque conspiratrices. L'une d'elles m'a dit « Vous avez eu du courage, Jeanne. On vous prend pour un exemple. » Je me suis contentée de répondre. Je n'ai pas été courageuse. J'ai été fatiguée. Elles ont hoché la tête. Elles comprenaient. L'été arriva. J'ai fini mon pull. Je l'ai enfilé un soir de vent. Il tombait parfaitement sur mes épaules. Dans le miroir, j'ai vu une vieille femme, droite, au regard tranquille. Je n'étais plus la mère blessée. J'étais la survivante lucide, la tricoteuse de sa propre renaissance. J'ai repris mon carnet et j'ai écrit. Le fil s'est rompu, mais j'ai appris à tisser autrement. Le froid vient moins du dehors que de l'indifférence. Et moi, j'ai trouvé ma chaleur dans la vérité. La dernière fois que j'ai entendu parler de Marc, c'était par Lise. Elle m'a dit « Papa a quitté son travail. Il veut changer de vie. Alors il commence peu, être à comprendre. » Ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules, mi-souriante, mi-triste. « Il dit que tu es plus forte qu'il ne l'imaginait. » Je lui ai répondu « Non, seulement plus patiente. » Ce soir-là, je me suis assise sur le banc du jardin. Le ciel virait à l'orange, les lilas embaumaient l'air. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement un immense apaisement. Je savais que l'histoire était terminée. Pas guérie, mais close. Je regardais ma maison, dans la lumière tombante. Et j'ai murmuré. La justice ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle se contente de laisser les gens s'éloigner d'eux-mêmes. L'été s'est étiré dans un calme doré, comme si le temps lui-même avait ralenti pour me laisser respirer. J'avais cessé d'attendre un signe. De Marc, de Claire, de quiconque, un matin d'août, j'ai simplement compris que le silence n'était plus une punition, c'était un espace. Un espace à habiter, à meubler, à réchauffer de soi. C'est ce jour-là que j'ai décidé de partir. Pas loin, juste assez pour respirer autrement. Je suis montée dans le grenier,
J'ai ouvert les cartons de ma jeunesse, les lettres de Paul, quelques robes, un foulard bleu que j'aimais tant. Puis, j'ai trouvé une carte postale jaunie. Honfleur, 1976. Un port, des mouettes, des maisons claires au bord de l'eau. C'était là que Paul et moi avions passé notre premier été de jeunes mariés. La mer, ce matin-là, brillait d'un éclat argenté. Je me suis dit, c'est là que je veux finir tranquille. Le déménagement s'est fait en silence, presque rituel. J'ai donné ce que je ne voulais plus défendre. J'ai laissé la grande table à la voisine, les vieux rideaux à la paroisse, les bibelots à qui voulait les prendre. Je n'ai gardé que 3 choses, le carnet vert, le pull sable et la photo de Paul sur le mur. Tout le reste, le superflu, les traces du regard des autres pouvaient rester là. Le jour du départ, la maison ne m'a pas semblé triste. Elle semblait me dire « Va, tu m'as sauvé, maintenant c'est toi qu'il faut sauver ». Le train vers Honfleur est parti tôt. À travers la vitre, les champs défilaient. Lent, apaisant. Je me suis surprise à sourire. Un vrai sourire, sans arrière-pensée. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais plus à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'étais en train de gagner. Ma paix, la petite location que j'avais trouvée, donnait sur le port. Une chambre blanche, un coin cuisine, une fenêtre ouverte sur la mer. Le matin, les goélands criaient. Les pêcheurs levaient les filets. Les odeurs de sel et de pain chaud se mêlaient dans l'air. Je me sentais vivante. Pas jeune, non vivante. J'ai repris des habitudes simples. Le marché du samedi, les conversations avec la fleuriste, les promenades sur la jetée. Je disais peu, mais j'écoutais beaucoup. Et dans chaque voix, je retrouvais quelque chose que j'avais oublié. La douceur de la présence sans exigence. Le soir, j'écrivais à la table en bois, face à la fenêtre. Pas pour laisser un témoignage, mais pour continuer à me comprendre. Mon écriture s'était adoucie, arrondie. Je n'avais plus besoin de preuves, seulement de mémoire. Dans le carnet, à la date du 14 septembre, j'ai noté. J'ai retrouvé la mer et, avec elle, mon souffle. Je ne tricote plus contre le froid, mais pour le rythme du vent. Un jour, alors que je prenais un café en terrasse, une femme d'une 60aine d'années s'est assise à côté de moi. Elle avait des cheveux gris, des mains fines, une fatigue dans les yeux que je connaissais bien. Elle m'a regardé longuement avant de dire « C'est vous, Jeanne ? La dame dont le notaire a parlé ? Celle qui a refusé de signer ?» J'ai souri. « C'est possible. » Elle a hoché la tête, admirative. « Vous savez, vous avez fait ce que beaucoup d'entre nous n'osent pas. Moi, mes enfants gèrent déjà tout. Je ne suis plus qu'un prénom sur leur mot de passe. » Je l'ai regardée, émue. « Alors, reprenez au moins votre signature. » Elle a ri doucement. Nous avons parlé longtemps, de nos fils, de nos maris, de la fatigue d'être raisonnable. Avant de partir, elle m'a serré la main. « Vous m'avez donné envie d'écrire une lettre. Pas pour me plaindre, pour marquer ma place. C'est un bon début, ai-je dit. » Ce jour-là, j'ai senti que ma solitude servait à quelque chose. Le soir, j'ai tricoté sur la jetée. Le vent salé s'engouffrait dans ma laine, la mer grondait doucement. Je me suis dit que la vie, au fond, était une succession de mailles manquées et reprises. Certaines lâchent, d'autres se rattrapent. Et ce qu'on appelle la sagesse, c'est peu. Être simplement apprendre à ne plus paniquer quand un fil se rompt. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu Paul dans le murmure des vagues. « Tu t'en sors bien, ma Jeanne. Tu continues le travail. » J'ai souri sans répondre. La mer suffisait comme écho. Un matin d'automne, j'ai reçu une lettre sans enveloppe, glissée sous ma porte. Une écriture que je connaissais. Celle de Marc. Quelques lignes seulement. Je ne cherche pas d'excuses. Je voulais te dire que je pense souvent à toi, surtout le soir. Je crois que je comprends, maintenant. Claire est partie. J'aimerais te voir. Un jour, si tu veux. J'ai posé la feuille sur la table. Je ne savais pas encore si je répondrais. Mais je n'ai pas pleuré. Parce que, dans ces mots, il n'y avait plus ni supériorité, ni calcul. Il y avait enfin ce que j'attendais depuis longtemps. Le retour d'une voix humble. Le soir, j'ai écrit dans le carnet. Il m'a fallu perdre ma place dans leur monde pour qu'ils retrouvent la leur. Le silence, quand il dure, finit toujours par enseigner quelque chose. Les jours se sont mis à couler lentement, avec la lumière d'octobre.
Je passais mes matinées à écrire, mes après-midi à marcher. Les gens du port m'appelaient la dame au carnet vert. Je devenais un visage familier du quartier, pas la vieille femme abandonnée, non, celle qui avait tenu bon. Parfois, le soir, Lise m'appelait. Sa voix avait grandi. « Tu sais, mamie, papa parle de venir te voir à Noël. » Je ne disais rien. Elle ajoutait « Il ne promet rien, mais il veut t'apporter quelque chose de fait main. » J'ai ri doucement. Alors il aura compris la leçon. Ce soir-là, j'ai enfilé mon pull sable. J'ai ouvert la fenêtre sur la mer. Le vent entrait, tiède encore, chargé d'embrun. Je me suis dit que je n'avais plus peur de rien, pas même du temps. J'ai pris mon carnet. J'ai écrit. Je suis parti sans rancune, revenu sans regret. L'amour ne me doit plus rien, la vie non plus. J'ai enfin trouvé ma place, entre le sel de la mer et l'odeur du café. Puis j'ai fermé le carnet. La lumière de la lampe glissait sur la table. Je me suis dit que je pouvais désormais vivre doucement, simplement, sans attendre ni expliquer. J'étais libre. L'hiver est revenu doucement. Le port s'est vidé de ses touristes, les volets se sont refermés, et le vent du large ramenait parfois des odeurs d'algues et de pluie. J'aimais cette saison. Elle ramenait le silence. Pas celui qu'on subit, mais celui qu'on choisit. Je passais mes matinées à écrire, toujours à la même place, près de la fenêtre. Devant moi, la mer changeait de couleur selon les heures grises, argentées, bleues de cendre. Je la regardais sans penser, et c'était déjà une forme de paix. Sur la table, le carnet vert était presque plein. Des mois de notes, de réflexions, de lettres non envoyées, un journal sans larmes, mais pas sans vérité. Parfois, je relisais les premières pages, les humiliations, les phrases qui m'avaient fait taire, la lettre du notaire. Puis je tournais les pages et voyais, ligne après ligne, ma main devenir plus sûre, plus droite. C'était visible. Même mon écriture s'était redressée avec moi. Marc n'était toujours pas venu, mais j'avais cessé de l'attendre. Je savais que, tôt ou tard, il reviendrait, non pas vers moi, mais vers la part de lui qu'il avait reniée. Les blessures familiales sont lentes, comme la marée. Elles s'en vont, reviennent, déposent des traces. Un jour, elles s'effacent d'elles-mêmes. Lise, elle, m'écrivait souvent. Des lettres pleines de vie, de fautes d'orthographe et de promesses. Elle m'envoyait des photos, son vélo, son chat, un gâteau raté. Je répondais par de petites cartes, parfois juste une phrase. Continue à apprendre ce qu'on ne t'enseigne pas. Arrêter. Le courage, c'est de dire non sans crier. Elle les collait, paraît-il, sur son mur. Je me disais que la boucle était peu, être en train de se réparer ailleurs, silencieusement. Une nuit, je n'ai pas dormi. Le vent cognait contre les vitres. J'ai rallumé la lampe, ouvert le carnet à la dernière page. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai réfléchi longtemps avant d'écrire. Lentement, comme un testament intérieur. J'ai appris que l'amour ne protège pas toujours, mais qu'il éclaire. J'ai appris que le pardon ne s'accorde pas en mots, mais en distance. Et j'ai compris que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour être entendue. Je me suis relue. Je me suis dit que, être, j'étais devenue vieille le jour où j'avais cessé de me défendre, et jeune, à nouveau, le jour où j'avais recommencé. Le lendemain, en descendant au marché, j'ai croisé la femme du café. Elle m'a dit « Vous savez, votre histoire, on en parle encore ici. Certains disent que vous avez été dur, d'autres que vous avez eu raison. » Je lui ai souri. La vérité, c'est que je n'ai pas été l'une ni l'autre. J'ai juste été fatiguée d'avoir tort en silence. Elle m'a regardé longuement, puis a dit doucement « Ça se voit que vous allez mieux. Vous avez l'air. Tranquille. Oui. » J'ai cessé de plaider ma cause. Quelques jours plus tard, une enveloppe beige est arrivée. Pas une lettre, non, un acte. Maître Pereiro m'informait que les parties concernées renonçaient à toute prétention sur le bien immobilier de Saint-Aubin. Autrement dit, Marc avait signé la fin du combat. Je n'ai ressenti ni joie ni revanche. Seulement un long soupir, celui qu'on pousse après des années de résistance muette. J'ai rangé l'acte dans le tiroir du buffet, entre le certificat de lucidité et la lettre de Paul. Et j'ai écrit, à côté, sur un petit papier, fin du dossier, début de la paix. Le soir de Noël, j'ai mis une nappe blanche,
allumé 2 bougies. Pas de grande table, pas de rire. Mais la lumière était douce. J'ai mangé lentement, en écoutant le vent dehors. Puis j'ai reçu un message. Un simple joyeux Noël, maman. Sans signature. Mais je savais. Et c'était suffisant. J'ai répondu. Bonne nuit, Marc. Tout va bien ici. Pas un mot de plus. Ce message, je l'ai relu plusieurs fois avant d'éteindre le téléphone. Pas pour entretenir l'espoir, pour en constater la paix. Depuis, je continue à écrire. Pas pour me souvenir, mais pour transmettre. Des voisines viennent parfois me voir, me demandent conseil. Je leur montre la boîte, le carnet, les papiers. Je leur dis, ne signez rien pour simplifier. Signez pour comprendre. Elles sourient. Certaines pleurent. Et je leur tends du thé. C'est mon héritage le plus sûr. Le calme et la clarté. Il m'arrive encore de penser à Paul. Je l'imagine debout près du mur du jardin qu'il avait construit. Il me dirait sans doute, « Tu as fait ce qu'il fallait, Jeanne. Tu as gardé ta maison et ton nom. » Je répondrais, « Oui, mais surtout ma voix. » Car au fond, c'est cela que j'avais retrouvé. Ma voix, pas celle qui crie, pas celle qui supplie, mais celle qui pose les mots comme des pierres solides, sur lesquelles on peut marcher sans peur. Un matin, en rangeant la table, j'ai retrouvé la vieille pelote de laine grise, celle de mon tout premier tricot. Je l'ai tenue un moment entre mes doigts. Elle sentait encore un peu la lavande et le temps. Je l'ai posée sur la commode, comme un rappel. Le fil n'est jamais perdu, me suis-je dit. Il suffit de reprendre l'aiguille, calmement, et de continuer. Le soir, la mer était haute. Le ciel prenait cette couleur de cuivre qu'on ne voit qu'en décembre. Je suis sortie sur la jetée, emmitouflée dans mon pull sable. L'air était froid, mais pas hostile. Je me suis assise, j'ai regardé les vagues. Elles avançaient, se retiraient, recommençaient comme la vie, inlassablement. J'ai murmuré pour moi-même. On ne se reconstruit pas en punissant. On se reconstruit en tenant bon, en laissant la vérité faire son travail lentement. Je suis restée là longtemps, le regard perdu dans le mouvement de l'eau. Puis j'ai fermé les yeux, et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que tout en moi était à sa place. Le lendemain, j'ai écrit la dernière phrase de mon carnet, la seule qui résumait tout, sans colère ni tristesse. Le silence peut aussi être une forme de justice.